l'une de l'actualité, la célébration aujourd'hui 5 mai de la journée internationale de la sage-femme. Une journée consacrée à la vulgarisation de l'un des métiers les plus nobles, celui de donneuse de vie. L'événement a été célébré ici, à Abidjan. Deux mois après la visite du Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan en Inde, une forte délégation d'hommes d'affaires indiens vient de fouler le sol ivoirien. Ils sont intéressés par des investissements dans le pays. Et puis cette dernière semaine, après la chute de François Bozizé en Centrafrique, la situation humanitaire se dégrade. Les populations dénoncent des pillages et violences, une crise qui a poussé des milliers de personnes à l'exil. Voilà pour le sommaire, il est 20h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue. Je vous le disais à l'instant, 2 mois après la visite du Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan en Inde, une forte délégation d'hommes d'affaires indiens vient de fouler le sol ivoirien. Ils disent être intéressés par des investissements dans le pays. La délégation a été accueillie à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par l'ambassadeur André-Philippe Gauze du ministère ivoirien des Affaires étrangères. Le compte-rendu d'Herman Yamia. C'est une délégation forte d'une cinquantaine d'hommes d'affaires indiens qui a foulé le sol ivoirien ce dimanche 5 mai. Cette délégation, composée de plusieurs représentants de grandes firmes indiennes, entend découvrir la Côte d'Ivoire, porte d'entrée d'un marché sous-régional de plus de 300 millions de consommateurs, comprendre ce marché et ainsi se positionner stratégiquement. We are here because Your Highness, Mr. Duncan, Prime Minister of this country, came to India. Son Excellence, Monsieur Daniel Kablan-Duncan, était en Inde il y a quelques mois. Ils ont été effectivement séduits par le discours du Premier ministre et ils sont venus pour découvrir la Côte d'Ivoire et voir les opportunités d'affaires. Ils sont intéressés par beaucoup de secteurs tels que l'agriculture, la riziculture, les TIC, les infrastructures économiques, le secteur informatique et beaucoup d'autres secteurs. Les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et l'Inde se portent bien, si bien que plusieurs entreprises indiennes intervenant dans divers secteurs d'activité, notamment le secteur agricole et les technologies de l'information, sont déjà présentes en Côte d'Ivoire. Ces relations bilatérales devraient se renforcer davantage avec les différentes rencontres entre autorités ivoiriennes, organisations professionnelles d'entreprises, hommes d'affaires ivoiriens et la délégation indienne, comme prévu dans l'agenda de cette visite. La diversité et le dynamisme des PME-PMI indiennes constituent pour les opérateurs économiques ivoiriens des exemples à suivre pour la relance économique de la Côte d'Ivoire, elle qui aspire à devenir un pays émergent à l'horizon 2020 avec un taux de croissance économique moyen de 10% à partir de 2014. Quels sont les véritables enjeux de cette visite de prospection d'hommes d'affaires indiens en Côte d'Ivoire ? Le directeur général du CPC, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, Esmel Emmanuel Essi, en situe l'intérêt et invite les hommes d'affaires ivoiriens à se mobiliser afin de nouer des contacts d'affaires fructueux avec la délégation indienne. Le point avec Herman Yamia. Il y a 22 secteurs, disons, qui sont concernés par ces sociétés qui arrivent. Et je veux dire, il y a de quoi pouvoir trouver, des partenariats assez intéressants pour les hommes d'affaires ivoiriens. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'ils viennent du 6 au 8. La première journée du 6, c'est réservé, au secteur public, où les hommes d'affaires vont rencontrer l'ensemble du gouvernement, partager les projets, prioritaires du gouvernement, rencontrer le Premier ministre pour faire le point. Et la deuxième journée, qui est la journée du 7, est la journée réservée au secteur privé. Alors, cette cérémonie se déroule donc au centre de conférence du ministère des Affaires étrangères, à partir de 8h30. Et ça va être une journée au cours de laquelle nous allons d'abord, dans la matinée, présenter la Côte d'Ivoire, présenter l'environnement des affaires, présenter les opportunités d'investissement qui existent dans le secteur privé, et ensuite poursuivre avec des rencontres B2B entre, ceux de nos frères ivoiriens, des entreprises ivoiriennes, qui viendront pour rencontrer nos partenaires. Donc c'est une occasion offerte donc aux hommes d'affaires ivoiriens, aux entreprises ivoiriennes de venir rencontrer des potentiels partenaires. Donc nous lançons un très grand appel à l'ensemble du secteur privé à venir, parce qu'on organise cette journée avec la collaboration de la CGCI, de la Chambre de commerce, de la PEXI et d'autres organisations privées. Et c'est leur journée, c'est l'occasion qui leur est donnée de pouvoir venir et pouvoir nouer des affaires assez intéressantes.
Dans un autre registre, le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Coulibaly, a reçu officiellement les clés de la direction régionale de l'agriculture de Guiglo, une infrastructure réhabilitée grâce à la coopération allemande à travers le GIZ. Coût de cette réhabilitation qui a pris en compte l'équipement de la direction régionale et des directions départementales de Blot-les-Quins et Tout-le-Pleu, plus de 30 millions de francs CFA. Une visite des locaux et signature de protocole de remise de matériel ont ponctué cette cérémonie. Toujours sur place à Guiglo, le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Coulibaly, a visité 60 hectares de siphons aménagés dans le cadre du projet d'adaptation au changement climatique. Les explications de Nual Negno. Guiglo, la capitale de la région du Cavali. Nous sommes dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, à environ 600 km d'Abidjan. Ici sont aménagés des bas-fonds d'une superficie totale de 60 hectares pour un coût de 90 millions de francs CFA financés par la GIZ. Singularité de ces bas-fonds aménagés, le faible coût de réalisation et la maîtrise de l'eau. Au lieu d'avoir un cycle de pluie où il y a un problème de sécheresse qui va faire qu'on aura 1 tonne, 2 tonnes, là on maîtrise l'eau pendant la saison pluvieuse et qui fait qu'on peut avoir 5 tonnes à l'hectare et on peut intensifier en mettant des engrais, des pesticides. Les riziculteurs bénéficiaires sont heureux mais préoccupés par une chose essentielle, le renforcement de leurs capacités. Ils ont fait l'aménagement, certes, c'est vrai, mais avec l'habitude traditionnelle, c'est pas sûr qu'on puisse atteindre un certain niveau. Il faut appliquer vraiment les itinéraires techniques. Pour appliquer les itinéraires techniques, il va falloir former les producteurs, non seulement aux itinéraires techniques, à la vie associative. Une préoccupation prise en compte par la GIZ. Nous lançons des formations systématiquement à tous nos promoteurs dans le champ de l'entrepreneuriat agricole. Parce que de plus en plus, les investissements dans la terre doivent être valorisés. Et ceci n'est pas une affaire de n'importe qui. Il faut avoir l'esprit d'un entrepreneur. Le ministre de l'Agriculture, Sangafoua Coulibaly, a fait le déplacement à Guiglo, plus précisément sur le site aménagé, pour se faire expliquer le projet et le réconcilier avec sa vision de la politique d'autosuffisance en riz. Mieux, il est venu avec 108 kits agricoles pour 151 riziculteurs. Il attend de 405 tonnes de riz, paddy, pour un gain de 40 millions de francs CFA. Le tout sanctionné par un message. Fondamentalement, nous avons les moyens de créer de la richesse, de faire réduire la pauvreté simplement. Nous avons besoin de paix. Parce que quand nous invitons les bailleurs de fonds à venir investir, ils sont soucieux de savoir si l'investissement peut être réalisé. Et le premier indicateur pour eux, c'est l'indice de sécurité. Ce projet baptisé PACCS, projet d'adaptation au changement climatique et stabilisation des bases de la vie de la population du Sud-Ouest, est aligné sur la stratégie nationale du riz. Il couvre la période 2012-2016 pour un coût d'environ 3 milliards de francs CFA financés par la coopération allemande à travers la GIZ. Je vous le disais en titre, la Côte d'Ivoire, comme les autres pays, célèbre aujourd'hui, 5 mai, la journée internationale de la sage-femme, une occasion pour vulgariser ce métier de donneuse de vie. C'est ce que nous dit Chantal Akanda. Maternité de l'hôpital général de Yopougon, arrivée d'une femme en travail. Sa délivrance est entre les mains des sages-femmes. La femme qui arrive, une fois elle rentre en travail, elle rentre en salle d'accouchement, elle est sous notre responsabilité. On peut appeler notre salle de travail salle de douleur aussi. Sous l'effet de la douleur, elle est perturbée et la sage-femme a cette responsabilité de mettre en confiance, de bien accueillir la dame, surveiller le travail pour qu'elle accouche dans de bonnes conditions. Dame Koné vient d'accoucher d'une fillette après quelques heures de travail. J'ai bien accouché. Ils m'ont bien regardé, bien accouché, bien me nettoyer. Sans côté de moi. Et c'est de façon diverse qu'elles apprécient le travail des sages-femmes. Elles se sont très bien occupées de moi. Tout s'est passé bien par la grâce de Dieu. Ils n'ont qu'à continuer toujours de bien accueillir les patientes. Les sages-femmes, vraiment, elles sont insolentes. Elles aiment crier, elles n'accueillent pas bien. Et puis souvent, elles ont une manière de se comporter envers la femme qui n'est pas bien. Donc ça ne nous donne pas le courage d'aller voir les sages-femmes. Parfois accusées d'infliger un mauvais traitement à leurs patientes, les sages-femmes s'expliquent. Quand on pose des questions aux femmes, c'est en salle d'accouchement qu'ils viennent. Mais quand vous allez en constatation prénatale, à la vaccination, à la pesée, les propos sont différents. Pourquoi? Parce que là, elles sont à leur bébé, elles sont contentes, ou elles sont enceintes, elles n'ont pas tout le contrainte. Mais dans la douleur, tous les petits gestes que tu vas poser, pour elles-mêmes sont bien, elle va mal prendre ça. Souvent, c'est ce qui se passe. Chacune des sages-femmes vient à son éducation dans le métier. Ce n'est pas tout le monde qui prend le métier à cœur. Là, il faut le dire, dans tous les métiers, il y a toujours des brebis galeuses. Comment nous améliorons la qualité de nos soins? Vraiment, les femmes sont à l'aise.
La sage-femme, comme son nom l'indique, doit être sage. Elle doit surveiller la grossesse, suivre l'évolution et gérer l'accouchement. Aujourd'hui, Journée mondiale des sages-femmes, c'est l'occasion d'interpeller ces accoucheuses professionnelles sur le rôle primordial qu'elles ont à jouer dans l'exercice de leurs fonctions. Cette journée met en lumière ces travailleuses de l'ombre ainsi que leur rôle crucial dans la réduction de la mortalité maternelle. À la faveur de cette journée mondiale de la sage-femme, notre reporter Maïsako a tendu son micro aux populations pour savoir justement ce que pensent les Ivoiriens des prestations de ces sages-femmes. Écoutez. Les sages-femmes, on pourrait dire qu'elles sont des sœurs, des mamans. Et d'autres, par contre, quand on va accoucher, elles se mettent à crier sur les gens, elles se mettent à dire des trucs. Souvent, la douleur fait qu'on se met à pleurer, à crier. Elles se mettent à crier, elles se mettent à insulter les gens. Elles n'ont qu'à revoir un peu ce comportement-là. Sinon, d'autres aussi, par contre, quand tu vas, ton courage. En tout cas, en un mot, je leur dis aussi merci et félicitations, bravo à elles. Et le matériel aussi. Il faudrait que l'État aussi apporte un apport pour qu'on puisse au moins avoir accès facilement à l'accouchement. C'est un métier noble, mais j'ai l'impression qu'en Côte d'Ivoire, les sages-femmes ne sont pas accueillantes, pas du tout. Souvent, tu vas à l'hôpital par rapport à peut-être à un accouchement, tu es mal reçu, alors qu'avec l'accouchement, tu es stressé déjà. Et quand tu arrives là-bas, ça ne te donne même plus le courage. Elles ne sont pas gentilles, vraiment, c'est ça, c'est mon point de vue. Peut-être il y a quelques exceptions, mais vraiment, le plus souvent, elles ne reçoivent pas bien. Les sages-femmes, c'est eux qui donnent la vie, c'est eux qui, disons, la première personne à voir le bébé naître. Je leur rends vraiment gloire. Mais je souhaiterais qu'elles redoublent encore d'ardeur dans leur travail, puisque c'est un métier noble. Vraiment, ce n'est pas tellement ça. Souvent, quand les femmes arrivent, elles laissent la charge aux filles de salle. Plus souvent, il faut t'occuper. Et puis elles sont assises. Pas normal. Quand les femmes s'en vont accoucher à l'hôpital, bon, souvent il y a des femmes qui ne prennent pas soin des autres, parce qu'il y a d'autres, leur accouchement est un peu difficile. Bon, quand c'est difficile comme cela, il y a d'autres qui ne savent pas les blaguer, comment on fait pour accoucher. Il y a d'autres qui font la violence avec eux. Donc ma camarade là, quand elle a accouché, bon, elle a un accouchement difficile. Bon, quand elle a accouché difficile, bon, la femme là l'a giflé. La plupart, elles ont un mauvais traitement envers les femmes qui sont en salle d'accouchement. Le traitement n'est pas ça. Souvent, soit elles sont en train de regarder des films, elles ne s'occupent pas des femmes qui sont en travail. L'accueil n'est pas bien. On dit qu'elles sont sages-femmes par le nom, mais en réalité, elles ne sont pas sages. Autre sujet, ce 13h sur nos antennes, le magazine du dimanche s'est articulé autour du stress, la dépression et le travail. Comment prévenir et gérer le stress? Quelles en sont les conséquences sur l'individu, son milieu professionnel? Des questions posées au docteur Bissouma Anna Corinne. Quand les gens sont stressés, il y a des céphalées. La personne a mal à la tête, elle commence à avoir des vertiges, elle est irritable, énervée, en colère. Et ça, c'est négatif. Ça, c'est les effets négatifs du stress. Quand on est stressé, on a des démangeaisons, on a des dermatoses, on a de l'acné parfois dû au stress. Le stress va réagir au niveau des muscles et des articulations. Rhumatisme, douleur. Au niveau du cœur, palpitations, hypertension artérielle. Chez les femmes, on peut observer une aménorrhée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de menstrues. Et chez les hommes, on va voir que parfois, il y a une baisse de la libido, une faiblesse sexuelle. D'autres conséquences du stress, ce serait l'abus d'alcool, l'abus de drogue, par exemple, ce serait des conflits, voilà. Donc, il faut avoir une bonne hygiène de vie. C'est-à-dire qu'il faut déjà bien dormir. Il faut savoir se reposer. Il faut savoir lâcher prise. Lorsque vous êtes dans une situation qui est compliquée, qui est bloquée, et vous ne voyez pas d'issue, et vous sentez que votre esprit est fatigué, vous pouvez sortir, marcher quelques minutes, respirer, prendre l'air. Lorsque vous êtes au travail et que votre patron arrive, toutes les 5 minutes, et qu'il vous demande quelque chose de nouveau, ou qu'il augmente ses exigences, prenez le temps de vous calmer. Parfois, vous pouvez avoir une balle comme ça que vous allez malaxer pour vous détendre. Balai devant ta porte, tel est l'intitulé de l'opération de l'ANASUR, Agence nationale de salubrité urbaine, qui vise à rendre propre les villes du pays. L'initiateur sillonne depuis quelques mois les communes pour sensibiliser la population sur l'hygiène. Le compte rendu de l'étape d'Adjamé avec Patricia Omoetia.
À Djamé, rue du Marché, la caravane de la Nassur, agence nationale de salubrité urbaine, sillonne les rues pour porter haut et fort les messages de sensibilisation à la propreté de proximité. Pour la directrice des études et projets à la Nassur, ce type d'approche touche plus rapidement la cible. Selon elle, Adjamé est une vaste commune avec un immense marché qui reçoit tous les jours des visiteurs. Aujourd'hui, nous sommes à Adjamé, plus précisément au forum des marchés, pour informer les commerçants et les visiteurs de ce qu'ils doivent emballer les ordures dans les sachets poubelles pour nous éviter toutes les maladies que vous savez liées à l'insalubrité. Avec l'implication citoyenne du maire de la commune, les commerçantes du marché ont reçu des kits de la Nassur composés de sacs poubelles, de cache-nez et de gants. On a les sachets pour la salubrité, pour que les coins soient bien propres dans le marché. Une fois qu'on fait un travail, on met dans le sachet pour entretenir, pour le mettre dans les grandes poubelles, pour que la maladie nous échappe. Un an après, Raki Hamza juge positif le bilan de l'opération Balai devant ta porte. Nous avons des sollicitations de toutes les villes de la Côte d'Ivoire à tel point qu'on n'arrive pas à satisfaire les besoins. Et la positivité de l'action se voit déjà dans l'emballage que vous avez des ordures ménagères sur l'ensemble du district d'Abidjan. Dans toutes les communes du district d'Abidjan, les 13 communes, dans toutes ces communes, vous avez les populations aujourd'hui qui attachent les ordures dans des sacs ou des sachets. Près de 100 ONG et syndics ont été répertoriés par l'Agence nationale de salubrité urbaine à Nassur pour participer aux opérations de nettoyage sur environ 5000 sites identifiés à Abidjan. L'opération Balai devant ta porte se déroule également à l'intérieur du pays. On se rend maintenant dans le Tankwi, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, au lendemain de la visite d'État du président de la République. On y fait une découverte, le mont Klayoyo. Le mont Klayoyo, qui sert à mise en valeur du fer, reste une opportunité pour la grande région de l'ouest et pour tout le pays. Les précisions de Jeanne Toubé. Voici Douedi Swakwe, petite localité dans la sous-préfecture de Fakobli, née de la fusion de deux villages. Au bénéfice de l'activité agricole, mais encore la richesse de son sous-sol. Ici, le mont Klayoyo, d'où seraient descendus, selon la légende, les autochtones Wobé de ce village de Douedi Swakwe, est un site mené en exploration. La recherche qu'il faut mener pour pouvoir identifier une espèce minérale qu'on recherche, telle que l'or, le diamant et autres, et aussi le fer. Et du coup, le développement d'un tel projet va créer des emplois, va permettre, par exemple, l'immobilier de prendre un coup, parce que tous ceux qui vont travailler vont chercher à se loger. Vous voyez, donc du coup, il y a beaucoup d'activités qui se développent en même temps. L'exploration du mont Klayoyo est en vigueur depuis maintenant 4 mois. Douedi Swakwe, comme tous les villages qui ont en partage cette montagne, notamment Kouloglon, Guézon ou Kriao, sont partagés entre espoir d'en tirer des retombées au plan économique et financier et crainte de voir leur village délocalisé et leur plantation, ainsi que leur patrimoine culturel disparaître. Alors, est-ce que toutes les garanties ont été vraiment prises pour que demain, les populations ne soient pas face à des désagréments? Ce que nous entendons faire, c'est discuter, qu'on soit clairement situé sur les retombées économiques pour la Côte d'Ivoire et pour la région aussi. Pour l'heure, les populations des villages du groupe Klayoyo voient dans l'exploration de la montagne de même nom une opportunité de lutte contre le chômage et la pauvreté. Les Swakwe Douedi, on était 8 personnes. Les autres disent, ah, là-bas, là, quand tu vas là, tu vas mourir là-bas. Là, les autres sont restés. Donc, c'est 8 personnes qui sont quittées ici. Alors, c'est comme ça, on allait comme ça. Il n'y a pas de demande, pas de quelque chose. Ils sont au village ici, ils ne payent pas maison, ils ne payent pas manger. Même si on les donne même pour 60 000 francs, aujourd'hui, là, ils sont rois ici. Hein. C'est là qu'ils ont commencé à avoir même la valeur de la chose. Le top départ est 3 400. Les 400 sont pour l'assurance et 3 000 francs, c'est les journées. On a dit, bon, les parents ont dit, vous acceptez ça au départ, puisque vous n'êtes pas encore embauché. Vous n'êtes pas encore embauché. Dès que vous serez embauché,
on va encore discuter sur votre journée. Cependant, elle préconise que le comité d'intermédiation, composé de cadres de la région, joue franc jeu au nom de la collectivité pour un meilleur bénéfice de l'exploration du mont Klan-Oyo, élément culturel identitaire du groupe Klan-Oyo. Il a été construit en 1966. Aujourd'hui, le lycée moderne de Mans n'a plus fière allure. À 47 ans, le plus grand lycée du district des Montagnes a perdu de son éclat. Il est ruiné. Tout est à refaire, c'est ce que nous dit Mamadou Kouassi. Bâtiment décoiffé, salle de classe en ruine, toilettes inutilisables. Bref, le lycée moderne de Mans est dans un état de dégradation très avancé. Et pourtant, cet établissement était au rendez-vous de la formation de plusieurs cadres de la Côte d'Ivoire, dont les ministres Albert Mabry-Touakeus, Bleu Lenné, Sidiki Konaté, Albert Flendé, le conseil juridique du président de la République, Mediane Mamadou, pour ne citer que cela. À partir de 16 h déjà, toutes les classes sont sombres et ça nous cause beaucoup de désagréments. La traversée des passants, c'est chaque coup, mais vous êtes empêché parce que bon, quelqu'un vient vous interrompre le coup. Le passant et tout ça, on est distrait. Oui, le lycée n'a pas de clôture. Nous ne sommes pas en sécurité. Pas plus tard que la fois passée, nous étions en devoir et il y a eu un serpent qui est rentré dans la salle. Le lycée n'est pas clôturé, donc les bœufs rentrent dans la cour et puis bon, ils font des bruits pendant que nous sommes en cours et cela nous perturbe beaucoup. À cela s'ajoute le manque de matériel didactique et de mobilier de bureau dans cet établissement, le plus grand du district des Montagnes, avec un effectif de 6 000 personnes. Avec le manque d'éclairage dans les salles, ce qui réduit normalement le nombre d'heures de cours, surtout lorsque nous rentrons dans la période des pluies. Les dispositions que nous avons prises, c'est d'abord d'armer moralement tous nos collaborateurs, aussi bien les enseignants que les élèves. Malgré les conditions difficiles, nous nous efforçons. Nous avons pu améliorer le taux de réussite aux différents examens l'année passée. Ici, l'on ne se souvient plus de la date de la mise de la dernière couche de peinture, encore moins des travaux d'électricité dans les salles de classe. Un appel afin que vraiment le lycée, à l'instar du collège moderne qui vient d'être réhabilité, puisse être réhabilité. C'est-à-dire si nous souhaitons bénéficier du programme présidentiel d'urgence ou autre programme de réhabilitation. Malgré ces conditions de travail difficiles, enseignants et élèves s'emploient à sauver l'année scolaire et surtout à réaliser un bon résultat en fin d'année. Il a pris fin il y a quelques jours le festival de foi initié par les églises protestantes. Il a été marqué par des prédications de nombreux hommes et femmes, dont l'Adona Osborne, Honorina Nigoré. Prière, enseignement, louange, libération, guérison, bénédiction, miracle était au programme de ce rendez-vous divin. Les populations venues des 4 coins de la Côte d'Ivoire ont été bien servies. Le docteur Ladona Osborne, qui a été puissamment utilisé par l'Esprit Saint pour libérer le peuple de Dieu de l'oppression, exprime sa satisfaction. Pour les organisateurs, les objectifs ont été atteints. Au cours de ce programme, la servante de Dieu, Osborne Ladona, nous a appris comment nous devons nous unir, nous amener à se pardonner et se supporter mutuellement, afin de pouvoir apporter la bonne nouvelle, ce pourquoi nous sommes appelés. Cette évangélisation a été précédée d'un séminaire de formation des pasteurs, prédicateurs et des prophètes des églises évangéliques protestantes. Avant de passer à l'actualité à l'étranger, on se rend dans le nord de la Côte d'Ivoire, précisément dans la région du Tchologo, à la découverte de la sortie officielle de la 19e promotion de Tchologo. C'est à Ferkessédougou. Foneka, village d'accueil des festivaliers du Tchologo, édition 2013. Pour la circonstance, ce village a fait le plein avec du beau monde. 2 membres du gouvernement, le ministre des NTIC et de la Poste, Bruno Koné, et celui de la Culture et de la Francophonie, Boris Bandama, ainsi que plusieurs parlementaires ivoiriens, y ont effectué le déplacement pour être des témoins de la sortie de la 19e promotion d'Ekélé. Ils sont 111 initiés issus des 4 villages à Bois-Sacré, Foneka, Tcholoka, Donga et Solikar, qui appartiennent à cette 19e promotion. Ils sortent du Bois-Sacré après y avoir passé 3 mois. Des valeurs humanistes et spirituelles, facteurs de respect mutuel et de cohésion sociale, leur ont été inculqués pendant cette période initiatique. Occasion pour les différents porte-paroles de formuler des vœux relatifs
à l'inscription du Tiologo sur la liste représentative du patrimoine de l'UNESCO et au progrès social auquel aspirent les villages à bois sacré. Le ministre de la Culture et de la Francophonie et le représentant du président de l'Assemblée nationale soutiennent l'initiative. Pour réussir cette lourde mission de valorisation et de promotion de notre patrimoine, tant au niveau régional, national qu'international, nous comptons établir un partenariat étroit entre les élus locaux, principalement les députés, maires et présidents des conseils régionaux nouvellement élus. L'appel du parrain est un appel à la cohésion, à l'union entre aînés et cadets sociaux, gage d'une réponse concertée aux impératifs du développement. En rang dispersé, vous n'obtiendrez rien. Vous bâtirez certes des choses, mais vous ne pourriez pas construire dans la durée ce qu'il faut aux populations pour changer leurs conditions sociales. Danse des kélés et remise de présents aux personnalités venues assister ont marqué cette belle fête culturelle. Troisième et dernier titre de ce 20h. Ces dernières semaines, après la chute de François Bozizé en Centrafrique, la situation humanitaire se dégrade. La population dénonce des pillages et violences, une crise qui a poussé des milliers de personnes à l'exil. Reportage. Situé au sud du Tchad, le camp d'Amboko a été mis en place il y a 10 ans sous la supervision du Haut-Commissariat aux réfugiés. Comme Kaltouma Doudou, quelques 7000 Centrafricains vivent réfugiés ici, en majorité issus de la communauté musulmane du Nord. Certains ont tout perdu lorsque leur village a été attaqué par des hommes armés. Ils nous ont tiré dessus. Nous avions très peur et on a décidé qu'on ne pourrait pas rester ici. Sinon, ils nous tueraient aussi. Les populations du nord de la République centrafricaine sont en proie aux violences depuis des décennies. Le conflit a provoqué la fuite de milliers de personnes. Grâce à l'aide des autorités tchadiennes et de l'Union européenne, ils espèrent recommencer leur vie ici, de l'autre côté de la frontière. Travailler la terre, c'est très dur, mais ça m'aide beaucoup, parce que je peux vendre mes salades au marché pour avoir plus de nourriture. Pour leur permettre de redémarrer, les réfugiés ont reçu une centaine d'euros, 65 000 francs CFA, pour mettre en place un petit commerce. Combien de temps vont-ils rester ici? Personne ne le sait vraiment. Avec cet argent, j'ai acheté des cacahuètes, du riz, du sucre et des ustensiles pour faire de la soupe que je vends. 150 000 Centrafricains seraient actuellement réfugiés dans des pays voisins. Le HCR constate de nombreuses violations des droits de l'homme et une situation humanitaire qui se dégrade rapidement. Il déconseille formellement aux populations de rentrer pour le moment. Et puis cette attaque israélienne qui a eu lieu contre le centre de recherche scientifique de Jamaraya à Damas dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Israël a confirmé dimanche matin que son aviation avait bien mené 2 raids en 3 jours contre des objectifs militaires en Syrie, sans qu'aucune riposte n'ait été signalée de la part des forces du régime. La première attaque avait visé dans la nuit de jeudi à vendredi, près de l'aéroport de Damas, un dépôt d'armes et de munitions destiné au Hezbollah. Ce dernier a même diffusé sur sa chaîne les images des dégâts. Quant à la deuxième, qui a fait trembler le sol de la capitale durant 4 heures la nuit dernière, elle a frappé de plein fouet un centre de recherche scientifique à Jamaraya, sur les hauteurs nord de la ville, ainsi que des missiles iraniens à destination du mouvement chiite libanais. Pour la télévision officielle syrienne qui n'a fait état que du 2e raid, il s'agit d'une agression destinée à alléger la pression militaire sur les terroristes. De son côté, le cabinet israélien n'est pas entré dans les détails de l'opération. Il s'est contenté de rappeler son objectif. La politique de l'État d'Israël, consistant à empêcher que certaines armes ne tombent entre les mains de terroristes, est une politique essentielle et doit être poursuivie, comme l'a dit le Premier ministre. Si le président américain a estimé qu'Israël avait le droit de se protéger contre le transfert d'armes sophistiquées au Hezbollah, l'Iran a rappelé, lui, qu'il se tenait aux côtés de la Syrie, prêt à entraîner son armée si besoin.
Les échos faits autour des frappes israéliennes contre la Syrie confirment la théorie de la République islamique concernant la crise en cours. Le principal objectif de cette crise est d'affaiblir la résistance contre Israël dans la région. L'Iran a précisé qu'il ne participerait pas directement aux opérations, contrairement aux affirmations récentes du chef du Hezbollah. Voilà, c'est la fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.